Le but dans une recherche de financement, c'est vraiment d'aller négocier tout ce qui coûte cher dans un crédit. Donc le taux, hein, parce qu'on est courtier, bien évidemment. Il y a aussi l'assurance de prêt, les frais de dossier et aussi les frais de garantie. Donc en fait, tout ce qui coûte cher dans un crédit pour faire réduire les mensualités. Est-ce que je peux acheter encore sans apport? Alors, la réponse est non. Aujourd'hui, les banques, elles vont quand même demander un minimum d'apport, que ce soit au minima du minima les frais de notaire. Un bien qui est classé dans un DPE inférieur à D, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Si maintenant vous avez le coup de cœur pour ce bien, que vous sentez bien et que vous vous y projetez, alors foncez. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans un rayon avec les Nutri-Score sur les paquets, et ben c'est un peu préparé dans l'immobilier. Il faut juste se lancer, mais par contre, essayez de bien vous entourer et poser les bonnes questions. Un agent immobilier ou même un courtier, on est fait pour ça et on saura répondre à vos questions. Vous écoutez les gens d'ici, je vous en remercie. Je suis Gauthier Herzog, conseiller en immobilier alsacien et plus spécifiquement dans le Haut-Rhin. Et si vous avez un projet de vente, d'achat ou besoin d'une estimation, vous retrouverez l'intégralité de mes coordonnées dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur le podcast Les gens d'ici, le podcast qui donne à toutes les personnes qui touchent de près ou de loin l'immobilier la parole. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme invité Mathis Payet, courtier en financement. Bonjour Mathis. Bonjour Gauthier. Écoute Mathis, pour te faire simple, aujourd'hui je vais t'expliquer les règles du jeu. Donc c'est une discussion longue d'environ 30 minutes. On va aborder 3 thématiques différentes sur ton métier et on va y répondre sans chichi et sans langue de bois. Très bien. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter Mathis, nous expliquer un petit peu ton parcours et d'où tu viens? Ok, avec plaisir. Enchanté, Mathis Payet, 21 ans. Alors moi, j'ai toujours baigné dans le commerce depuis que je suis tout petit. Alors je ne suis pas né à Colmar, mais j'ai vraiment grandi ici, donc j'ai vraiment le cœur dans cette ville. Aujourd'hui, je suis conseiller financier chez Meilleur Taux à Colmar. Donc moi, le but, c'est d'accompagner tout type de projet immobilier. Ok, et justement, comment tu es venu dans ce métier de courtier? C'est quoi ton parcours? Ok. Alors moi, j'ai commencé en tant que commercial itinérant dans les pare-brises, donc vraiment rien à voir avec le métier de courtier. Et après, j'ai eu l'opportunité justement de rentrer dans ce monde. Alors, ça demande beaucoup de formation. Il y a un concours à passer pour être officiellement courtier et pour pouvoir vraiment orienter, conseiller et accompagner les clients avec les meilleures conditions. Voilà. Il me semble que tu avais une petite anecdote à nous faire partager. Comment tu as rencontré aujourd'hui l'entreprise dans laquelle tu es? Alors, c'était vraiment par hasard lors d'un projet immobilier. Justement, c'était pour moi. Donc, on m'a conseillé Meilleur Taux. Et finalement, j'ai rencontré mon patron avec qui ça s'est très bien passé. Et à l'issue de notre échange, il m'a proposé de pouvoir réaliser ce métier. Et j'ai saisi l'opportunité quelques mois après, finalement. Et aujourd'hui, je suis conquis par ce métier. Je dors, Tu manges tous les courtier, jours. quoi. Voilà, je mange courtier. Tu vis courtage. Et pourquoi être resté à Colmar? Parce qu'on sait quand on est jeune, qu'on a plein d'ambitions, on pourrait se dire, tiens, on va aller sur l'Île-de-France, sur Strasbourg, qui peut nous ouvrir aussi plus d'opportunités, parce qu'on est aussi ouvert, Strasbourg, capitale européenne, etc. Pourquoi tu as choisi de rester à Colmar? Colmar, c'est Colmar et ses alentours. On est dans une région très riche d'histoire, riche en patrimoine. Et il y a vraiment déjà beaucoup de choses à faire déjà à Colmar. C'est vraiment une ville que j'affectionne pour le mieux parce que j'y habite. Donc pour moi, ça me tenait à cœur de pouvoir financer les projets autour de chez moi. Déjà me dire, voilà, tiens, cette maison ou cet appartement, tout simplement, j'ai pu aider au financement. Puis on peut le dire, entre nous, l'Alsace, c'est la plus belle région du monde aussi, Ça, on peut le pour dire. être un petit peu chauvin. Ce que je te propose, on peut passer sur la première thématique, parce que c'est vrai que le métier de courtier peut paraître assez flou. À quoi ça sert? Pourquoi passer avec un courtier? Est-ce que tu pourrais simplement nous expliquer ton métier de courtier en financement? Oui, bien sûr. Alors, le métier de courtier, ça résulte en accompagnant déjà un client pour son projet, mais aussi le conseiller principalement. Parce que des fois, un client peut avoir une idée, a besoin de discuter, et c'est pas évident de se renseigner même sur Internet ou autre. Et des fois, juste prendre le temps d'en discuter et de se dire, OK, on a parlé de mon projet, maintenant je peux orienter mes recherches. Ça, c'est vraiment important. Et au-delà de tout ça, le métier de courtier résulte à trouver les meilleures conditions pour ses clients en allant sonder toutes les banques pour pouvoir Donc toi, en fait, ton métier, c'est vraiment de l'accompagnement auprès de tes clients pour leur trouver le meilleur financement. Après, on va y venir après, comment tu procèdes et comment tu travailles. Mais maintenant, on prend l'exemple de moi, par exemple. Demain, je veux acheter un bien, je suis un acquéreur. Quand je dois faire appel à toi?
Alors, le mieux pour ton projet, ça serait de venir me solliciter au tout début, avant même de commencer tes recherches, Mmh. pour gagner du temps et surtout connaître ton budget. Ça, c'est vraiment important. OK, donc anticiper en amont pour, justement calculer l'enveloppe et puis après je peux aller chez un très bon agent immobilier et lui dire, «Je veux acheter un bien» et je suis aller voir mon courtier en parallèle. Mais moi je peux me poser la question, c'est quoi ta valeur ajoutée? Pourquoi je devrais venir chez toi? Alors, déjà, ma valeur ajoutée, c'est que je peux attester sur présentation des documents et après une réelle étude de dossier, hein, que le client est finançable à hauteur de 200 000 à 300 000 euros par exemple, et vraiment rassurer l'agent immobilier comme quoi bah, c'est pas du fictif, c'est du réel. OK. Et ta valeur ajoutée en termes de le plus du courtier, la petite touche en plus, qui va faire la différence? C'est la disponibilité, la réactivité. C'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir attester sous 24 à 48 heures au mieux, hein, selon les disponibilités du client et bien sûr du courtier, mais au moins dans la semaine, bah, que le client est finançable après avoir étudié son dossier. OK. Et donc toi, tu vas trouver le meilleur taux, calculer l'enveloppe, mais est-ce qu'il y aurait d'autres leviers, hormis le taux, que tu peux toucher? Oui. Alors, le but dans une recherche de financement, c'est vraiment d'aller négocier tout ce qui coûte cher dans un crédit. Donc le taux, hein, Mmh. euh, parce qu'on est courtier, bien évidemment. Il y a aussi l'assurance de prêt, les frais de dossier et aussi les frais de garantie. Donc en fait, tout ce qui coûte cher dans un crédit pour faire réduire les mensualités. OK. Donc toi, en fait, si je devais un peu, faire un résumé, tu t'occupes vraiment de toute la partie, financement, crédit, de A à Z, en passant par négocier le taux, trouver la banque qui va accompagner ton client, mais aussi, par exemple, moi, si voilà, j'ai acheté un appartement, j'ai déjà fait un crédit, mais je renégocie mon assurance, je peux venir te voir. Bien sûr, avec grand plaisir. Et justement, quelle erreur tu vois le plus souvent chez des acheteurs, chez des acquéreurs qui n'anticipent pas leur financement? Aujourd'hui, ce qui revient le plus souvent dans des rendez-vous, et je pense que tu peux peut-être le confirmer, c'est qu'aujourd'hui, des clients, bah voilà, ils ont un projet immobilier, ils vont aller sur n'importe quel site pour trouver une annonce, trouver le bien qui leur correspond. Et à ce moment-là, ils vont aller visiter, se positionner sur le bien, signer un compromis. Et à ce moment-là, c'est l'hécatombe, le budget n'est pas là. Et à ce moment-là, on a fait perdre du temps à l'agent immobilier, aux banquiers, et mais aussi aux notaires et à toutes les personnes qui sont intervenues dans le projet, comme des artisans, par Mmh. exemple. OK. En fait, il faut vraiment qu'on s'y prenne en amont pour tout ça. Le financement, c'est pas quand on a trouvé le bien, mais c'est déjà bien avant finalement. Bien sûr. Donc c'est là où on peut faire appel à toi. Écoute Mathis, on peut passer à la deuxième thématique. Aujourd'hui, on a un enjeu qui est fondamental, c'est sur la rénovation, mais notamment la rénovation énergétique. On sait qu'aujourd'hui, on est soumis à des nouvelles normes, que ce soit les diagnostics de performance énergétique, les audits énergétiques, tous les travaux globalement, hein, qu'il y ait de l'amiante, du plomb, tout ça, c'est des sujets majeurs qui touchent à l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques prennent vraiment en compte ce diagnostic de performance énergétique pour leur financement? Alors, écoute Gauthier, la réponse est oui. Aujourd'hui, les banques, elles doivent répondre à justement un bilan impact carbone, hein. Donc prendre en compte le DPE, E, F, G et passer minimum en D, hein, pour que ça soit louable, par exemple pour l'investissement locatif, mais aussi pour, de la résidence principale. Donc ça, c'est vraiment important et il y a aussi ce phénomène de passoire énergétique, hein, qui rentre en compte, hein, pour les banques. Justement, ça on va y venir après. Donc le DPE, c'est déjà quelque chose qui est, super important, dans le plan de financement. Donc les banques incluent ce diagnostic dans le plan de financement et se servent aussi de ça pour calculer leur taux et tout ce qui va avec. Mais justement, qu'est-ce qu'une passoire énergétique? Parce qu'on entend souvent ce mot, le bien est en passoire, énergétique, en passoire thermique, ça correspond à quoi? Alors une passoire énergétique, ça correspond à un bien qui consomme trop d'énergie et qui va impacter, on va dire, l'environnement. Mmh. Donc le but, pour que le bien sorte de cette passoire énergétique, hein, c'est justement d'apporter des travaux de rénovation OK. afin qu'il sorte justement d'une classe en dessous de Et D. qui est moins bien. Donc en fait, c'est les biens qui sont énergivores et qui sont du coup classés E, F et G. C'est ça. Et justement, quand on a un bien, alors on parle de monopropriété parce qu'on n'a pas cette histoire d'audit énergétique sur les copropriétés, enfin du moins pas encore. Hem, comment Qu'est-ce que c'est un audit énergétique? Comment c'est calculé? Sur quelle base est-il fait? Pourquoi on fait un audit en fait? Alors le but d'un audit, c'est aussi bah, déjà d'informer l'acquéreur, hein, qu'il va y avoir des travaux de rénovation énergétique. Et ce qui est important dans cet audit, c'est les analyses de scénarios. Par exemple, pour passer de F à D, hein, pour qu'on rentre dans les normes, il va y avoir, par exemple, 40 000 euros Mmh. de travaux. Ça va permettre à l'acquéreur de se dire, OK, il va falloir que je fasse appel à des artisans en amont et justement de l'informer directement à la visite que pour le plan de financement,
il va y avoir besoin de devis pour valider une enveloppe. OK, donc justement, donc les banques, en fait, est-ce qu'elles financent encore aujourd'hui ces biens-là? Est-ce Alors que les banques financent les biens en passoire thermique? Parce que c'est la question qu'on me pose souvent, moi, hein. oui, bien sûr. Alors pour revenir en plus sur, notre région, alors on est dans une région riche d'histoire, avec, patrimoine, patrimoine français. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques répondent, justement à ces problématiques en voulant apporter des solutions à leurs clients. OK. Donc oui, les banques financent encore, et toujours, des biens classés en dessous de D, hein, classés passoire énergétique. Oui. On va un peu, s'attarder sur sur ce sujet, pardon, parce que c'est quelque chose qui est important. Hem, Comment on va l'intégrer cet audit dans le plan de financement concrètement? De manière très concrète, j'achète un bien à 200 000 €, j'ai un audit énergétique qui va être chiffré à 50 000 €. Comment toi, tu vas l'intégrer dans un plan de financement? OK. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que ces 50 000 €, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'ils soient notifiés, donc justement pour pas céder et montrer à la banque on fait un effort et le bien va passer de passoire énergétique à un bien, déjà qualitatif et louable, hein. Et dans un autre sens, on a plusieurs types de prêts. On va avoir par exemple un prêt à taux zéro, OK. qui résulte de il faut au minimum 25 du montant de l'acquisition, mais aussi que les emprunteurs soient primo-accédants. OK. Donc il y a plusieurs conditions à remplir et aussi des conditions de ressources qu'il faut prendre en compte. Donc c'est réservé à un certain type de personnes et certains types de projets et notamment de la résidence principale. OK. On va aussi avoir par exemple de l'éco-prêt à taux zéro Mmh. qui peut rentrer en compte, dans ce type Donc de ça, c'est pour toutes les aides qui pourraient aider justement les acquéreurs à acheter un bien qui est dit en passoire énergétique. La question qu'on me pose aussi souvent, c'est on me dit: «Écoutez, il y a un audit à 60 000 €, moi je suis artisan, je fais les travaux moi-même». Comment on peut répondre à ces clients-là qui me disent: «On va faire les travaux nous-mêmes parce que moi, l'isolation, je sais la faire moi-même parce que je suis du métier, mais par contre, il y a cet audit qui est chiffré à 60 000, mais ça ne me coûtera pas 60 000 €». Est-ce que ça, on peut le prendre en compte dans le plan de financement, un devis chiffré par une entreprise? Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai que si maintenant, un des 2 emprunteurs, hein, ou l'emprunteur du moins est, dans le secteur, du BTP, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines banques et c'est ça aussi mon métier, c'est d'orienter, un client, vers, la bonne banque. C'est qu'il y a certaines banques qui sont assez souples par rapport à ça et qui peuvent autoriser, hein, le client à réaliser, les travaux lui-même. Bien sûr, il faut que ça soit contrôlé et quand même bien mené, hein. La banque demande quand même à ce qu'il y ait, un suivi, par rapport à ce chantier Bien sûr. et généralement la banque va aussi demander un audit, ou un DPE, hein, généralement ça va être plutôt le DPE de fin de travaux pour prouver que, bah, voilà, on est passé bien de F à D ou de OK. F à C et montrer que, bah, voilà, on a fait l'effort et on n'est plus en passoire énergétique. Donc faire aussi un diagnostic après pour justement prouver à la banque qu'on a bien réalisé les travaux et qu'on a amélioré la performance énergétique. Si j'avais une dernière question à te poser sur, ce sujet, si quelqu'un hésite à acheter un bien qui est mal classé, qui a un mauvais DPE, quels conseils tu pourrais lui donner? Un bien qui est classé, dans un DPE inférieur à D, hem, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Si maintenant vous avez le coup de cœur, pour ce bien, que vous sentez bien et que vous vous y projetez, alors foncez. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans un rayon avec, les Nutri-Score sur les paquets et ben, c'est un peu près pareil dans l'immobilier. Il faut juste se lancer, mais par contre, essayez de bien vous entourer et poser les bonnes questions. Un agent immobilier, hein, ou même un courtier, on est fait pour ça et on saura répondre à vos questions. OK, donc toi, tu te conseillerais effectivement, il y a pas de souci d'acheter, un bien qui est dit en passoire thermique, mais justement, il faut que ça rentre dans l'enveloppe et dans le budget que tu auras préétabli avec ces clients. Donc attends, ce que je te propose, Mathis, on peut passer à la thématique numéro 3, qui est le financement des primo-accédants. Alors quand on dit primo-accédants, c'est quelqu'un seul ou un couple de personnes, peu importe, qui vont acheter leur 1er bien, donc ils vont devenir propriétaires pour la première fois. Aujourd'hui, quels sont le profil de clients que tu vas financer en primo-accédant? Il peut y avoir tout type de clients, hein. Aujourd'hui, on peut avoir un couple, hein, qui a toujours été en location, mais qui a 40, 50 ans, qui vont acheter leur maison. Voilà, ils vont se faire plaisir, ils ont pu mettre assez d'apports de côté et cetera. Ça va être, un jeune, qui a 18, 19, 20, 21 ans, par exemple, et qui va se dire: «Bah, tiens, je vais acheter mon premier appartement». Ça peut vraiment être, monsieur tout le monde. Il n'y a pas vraiment de catégorie pour être primo-accédant, OK. finalement. Et admettons, moi je suis primo-accédant, est-ce que je peux acheter encore sans apport? J'ai pas d'apport, je veux financer un bien à 150 000 €, est-ce que c'est encore possible? Alors, la réponse est non. Aujourd'hui, les banques, elles vont quand même demander un minimum d'apport, que ça soit au minima du minima, les frais de notaire. Généralement, les banques, elles demandent que, pour tout type de projet, hein, que les frais annexes,
soit couvert par l'apport. Maintenant, comme dit, chaque projet est différent, Bien sûr. Donc la ça réponse dépend. est globalement non, même si peut-être il peut y avoir quelques petites exceptions, mais 95 du temps, ça va être non. Donc, ayez un petit peu d'apport, au moins les frais annexes, donc les frais de notaire, enfin les frais d'enregistrement, hein, si on veut être plus précis, et souvent les frais d'agence, hein, sacré agent immobilier. Est-ce que il existe justement des aides pour aider ces primo-accédants? Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont primo-accédants et qui veulent, enfin, qui veulent devenir plutôt primo-accédants, qui ne sont pas encore propriétaires. Est-ce qu'il y aurait des aides, comme des prêts à taux zéro, des aides de l'État, pour justement que ces personnes-là puissent arriver sur le marché? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a une problématique, c'est qu'en Alsace, on est dans un secteur qui est relativement cher, qu'on a des personnes qui voudraient être propriétaires, mais les biens sont, je dirais pas trop chers parce que c'est la valeur du marché, mais sont trop chers au vu de leur profil. Est-ce qu'il y a des aides pour les aider et pour les accompagner? Effectivement, aujourd'hui, on peut le voir, hein, il y a une personne sur 4 qui est propriétaire en France. Et pour booster tout ça, il y a certaines banques déjà qui mettent des choses en œuvre pour pouvoir permettre à des primo-accédants d'avoir des conditions un petit peu plus avantageuses pour réduire, enfin plutôt pour réduire leurs soucis à l'emprunt. Parce qu'aujourd'hui, euh, les foyers en France ont de plus en plus recours au crédit consommation, bah, pour acheter une première voiture, Mmh. pour financer l'achat, de meubles, hein, parce que, bah, voilà, les ménages perdent aussi en capacité, d'achat en vertu de l'inflation, en vertu de beaucoup de choses. Et oui, les banques mettent des choses en œuvre. Il y a le prêt à taux zéro aussi, qui est mis en œuvre par l'État. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour les primo-accédants. OK, donc il y a pas mal d'aides qui sont mises en œuvre. Justement, tu parlais de l'inflation, effectivement, on constate que les salaires n'ont pas augmenté, mais le tout augmente. Donc, c'est une petite remarque qu'on pourrait faire. Hem, Comment on peut bien préparer son dossier? Faire un bon montage, on est primo-accédant, on est motivé, on veut acheter. Comment on prépare notre dossier? Alors c'est une très bonne question. Alors un dossier bien monté, c'est un dossier qui a de la réussite. Aujourd'hui, bah, n'importe quel banquier, hein, parce que nous le but en tant que courtier, c'est d'envoyer dans toutes les banques. Aujourd'hui, la banque, dans laquelle vous êtes va vous connaître à travers un historique, hein, et même des scores, hein, qui sont donnés, en banque. Mais les autres banques aujourd'hui ne vous connaissent pas. Donc le but, bah, c'est aussi que, de vous présenter, de faire, belle facette. C'est un peu comme un entretien d'embauche, finalement, parce qu'ils vont vous prendre pour, 15, 20 ou 25 ans. Donc le but, c'est d'avoir un maximum de documents pour présenter votre dossier, que ce soit en termes, bah, d'un DPE, d'un audit, le compromis de vente, aussi des bulletins de paye, des relevés de compte bancaire, avis d'imposition. Bref, il y a un tas de documents à présenter, bah, tout simplement pour, avoir un maximum d'informations et vous connaître. Et justement, avoir un bon dossier. Mais la question qu'on peut se poser, c'est: «Tiens, alors je veux acheter, mais j'ai un leasing en parallèle, un petit crédit à la consommation parce que j'ai dû faire des travaux dans mon appartement en location», peu importe. Est-ce que ces choses-là, ça peut avoir un impact, justement sur la note qu'on va avoir auprès du banquier? Alors, la note, non, pas forcément, parce que bah, voilà, aujourd'hui, acheter une voiture ou même un leasing, bah, c'est quelque chose de la vie courante, hein, voilà, un leasing ou un crédit consommation, c'est pas ce qui va impacter le scoring en banque. Par contre, bah, forcément, c'est des documents supplémentaires, hein, si maintenant on veut acheter auprès d'une banque, ça va aussi impacter le taux d'endettement. Mmh. Ça, c'est aussi très important, hein. C'est pris en compte l'endettement. Certaines banques ne le prennent pas, pas en compte, mais ça devient de plus en plus rare. Donc voilà, avant de souscrire à un crédit consommation ou un leasing, bah, il faut quand même faire un constat. Est-ce que, bah, quand je compte acheter, est-ce que c'est vraiment nécessaire et est-ce que je peux pas le faire après? OK, donc anticiper avant. Tu as parlé du taux d'endettement. Qu'est-ce que c'est le taux d'endettement? Alors, le taux d'endettement, c'est la capacité d'un foyer ou d'un emprunteur maximum, donc qui est de 35%. OK. Donc, ça correspond à 35% de ses revenus et charges déduites. OK, donc le Donc, taux c'est la d'endettement. capacité d'emprunt. OK, et c'est quelque chose qui va être vraiment, très important, pour, calculer après le montant de l'enveloppe, ce fameux taux d'endettement. On ne peut pas aller au-dessus. Bien sûr. Alors aujourd'hui, le taux d'endettement, alors on va pouvoir aller à 35,3, 35,4. Mais aujourd'hui, le but, s'il a été instauré, c'est de répondre justement à ce phénomène où les foyers se retrouvent obligés de souscrire à un crédit Mmh. consommation ou à débloquer des enveloppes de crédit carte pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Non, le but d'un projet immobilier avec les 35%, c'est d'avoir un reste à vivre Mmh. qui est assez confortable pour aller au restaurant,
de partir en vacances ou de justement avoir des besoins sur, par exemple, réparer sa voiture ou changer de machine à laver ou changer de canapé, tout OK. simplement. Donc ce taux d'endettement, c'est aussi un moyen de protéger finalement les acquéreurs pour leur dire: «Bon, effectivement, on pourrait peut-être aller à 50 € de plus par mois, mais ces 50 € vous ne mettriez peut-être pas, dans vos courses, dans la voiture, dans l'essence et cetera». Donc c'est plutôt une manière de protéger finalement qu'une réelle contrainte. Exactement, aujourd'hui, les 35 honnêtement, ils permettent de protéger, bah, déjà, le client, mais aussi, bah, la banque, hein, forcément, qui va vous prêter une certaine somme, sur une certaine durée et aujourd'hui, bah, les revenus des foyers augmentent aussi avec le temps grâce, à des échelons qui vont être passés, grâce à de la maîtrise, de la compétence. Mmh. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que ce taux d'endettement, bah, plus vous allez rembourser, de mensualités, plus votre taux d'endettement, il va être moins important par rapport au crédit que vous avez fait également et va pas vous bloquer pour un achat futur. OK, et justement dans un projet d'achat futur, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus fréquemment ou plutôt les erreurs, hein, que tu vois avant même de constituer un dossier? Avant même de constituer un dossier, c'est des clients, par exemple, qui décident de rembourser tout leur crédit à consommation ou rembourser en anticipé un crédit immobilier. Aujourd'hui, si maintenant vous remboursez un crédit immobilier, peut-être qu'il n'avait pas forcément d'impact sur votre taux d'endettement parce que vous aviez déjà des revenus suffisants Mmh. ou la charge ne représentait pas forcément énorme sur votre endettement. Donc aujourd'hui, moi, ce que je conseille, c'est d'abord de faire un constat sur se dire, OK, j'ai ça comme revenu, j'ai ça comme charge, est-ce que ça suffit pour pouvoir acquérir le bien que je souhaite? Et si ça suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça passe au niveau de l'endettement? OK, parce que justement prendre enfin le risque entre guillemets de rembourser l'intégralité de son crédit à la conso, c'est aussi d'avoir moins d'apport et on en a parlé avant, l'apport est essentiel pour un achat. Donc faut Exactement. venir te voir en fait avant même de trouver un bien. Là, c'est la grande priorité quoi, hein. Exactement, garder de l'apport, c'est aussi un moyen d'avoir de l'épargne après projet. Ça, c'est un bon moyen et même on appelle ça un matelas de sécurité dans notre secteur, pour se dire: «OK, bah, même si maintenant je rembourse pas mes crédits consommation, il me reste peut-être 10 ou 15 000 € après projet». Finalement, bah, ça va me permettre de solder ce crédit ou de pouvoir subvenir à mes besoins dans un second temps. OK, et justement si tu pouvais donner, 1 ou même plusieurs conseils à des primo-accédants? Alors, en termes de conseils, déjà, c'est de bien s'entourer. S'entourer de professionnels, c'est vraiment, vraiment important aujourd'hui. Il y a tellement de facettes, tellement de lois, tellement, de questions, qu'on peut se poser. Bah, voilà, comme dit, il y a pas de questions bêtes, autant demander. Mmh. Dans un second temps, c'est aussi, de regarder, comment on est avant même un projet immobilier. Regardez si déjà on est dans une bonne stabilité, on a un bon cadre de vie actuellement avant même de se lancer. Un projet immobilier, c'est quelque chose, qui va nous suivre sur plusieurs années. Alors il faut être sûr avant même de se lancer, bah, d'être en capacité de l'assumer. Et dans un dernier temps, c'est surtout être sûr de soi. Si maintenant vous sentez, allez-y. OK. Je pense que c'est un beau message. Si on devait résumer, ça serait de se faire accompagner, de bien calculer l'enveloppe, pour votre crédit avant même de trouver le bien. Comme ça, vous pouvez, lancer vos recherches de la meilleure des façons possibles. Et Mathis, tu pouvais finir peut-être par un message d'espoir pour l'année 2026, quelque chose de positif. Alors, si vous aussi voulez vous lancer, il n'y a jamais de mauvais moment pour un projet immobilier, c'est juste à vous de le décider. Alors pensez à votre courtier. Bon, en tout cas, c'était un beau message. Donc, pensez à Mathis, pensez à votre courtier, pensez à vous faire accompagner. C'est vraiment le maître mot selon moi. Et je voulais vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu sur les derniers épisodes. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et entre-temps, portez-vous bien. Allez, à bientôt. À bientôt.